Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où peut-être que notre amitié va être brisée par Bridgerton. Mais non, Je sais pas. jamais. Salut, moi c'est Anaïs et j'adore l'amitié, mais je déteste l'amour. Salut, moi c'est Marie et Allez, laisse-toi posséder par la beauté de l'art. voilà. Ok, sans contexte. No contexte, Anaïs. La semaine dernière, tu n'avais pas vraiment été conquise par les premiers épisodes de Bridgerton, je crois que c'est le cas de le dire. Bah, c'est la médiocrité faite série, quoi. Waouh. C'est en deçà de la qualité que j'exige d'une œuvre. Alors, il se passe plus de choses dans les épisodes 4 et 5 qu'on vient de voir. Anaïs fait une moue dubitative alors que je dis ça. J'en doute. Non, il se passe vraiment plus de choses. C'est vrai, mais tout ramassé sur les 15 dernières minutes. Voilà. Je me disais que ça te convaincrait peut-être un petit peu plus. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Surprise, surprise. I've never asked a favor, but I implore you not to C'est miss automatique. De quoi, les bâillements? Non mais... De 0 à Twilight, on est sur un ridicule stratosphérique. 1h01. Ah putain. Mais 1h01 de... Vraiment, c'est fou d'être à la fois une série aussi populaire et aussi inintéressante. C'est fou quand même. J'en perdais un petit peu mon éloquence, quand même. C'était après 2 heures de visionnage de Bridgerton, donc je pense que tu étais un peu au bout de ta vie. Ouais, j'avais perdu quelques neurones. C'est vrai qu'on a perdu pas mal de neurones pendant ces 2 heures. On avait parfois du mal à se concentrer. T'es dissipé, hein. Mais oh, c'est bon. J'ai rien suivi du coup. Mais il n'y a rien à suivre, elle a engagé. Ouais, bah merci, tu le reconnais enfin. Ça fait 10 minutes qu'on parle et c'est toujours rien passé. The greatest force of all. Because the greatest. C'est pas de ma faute si t'arrives pas à suivre. Not even though nothing else matters. And nothing else matters. I still have so many questions for Mark. Embauchez-moi pour faire des reprises de Metallica. C'est hyper forte. Waouh. Bon, il se passe quand même quelques trucs et tu vas devoir les résumer en 30 secondes. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Dans cet épisode, dans ces 2 épisodes qui durent très longtemps, ces 2 épisodes vraiment pleins de suspense, où il se passe exactement ce qu'on attend et qu'on espère depuis les 3 premiers épisodes. Et malgré tout, tout le monde est très surpris par ces retournements de situation. Et anxieux. Tout le monde est très Et anxieux. très anxieux. Et c'est ça qui est surprenant puisque Daphné s'apprête à épouser le prince. Et en fait, à la dernière minute, elle décide d'épouser Simon, donc son love interest depuis le début de la série. Elle décide... Oui, bon, ils décident tous les deux de se marier pour des raisons sur lesquelles on reviendra plus tard. Et ce qui est fou, c'est que dans ces épisodes, tout le monde est triste, tout le monde boude. Pénélope, elle a une bonne raison, c'est parce que le mec dont elle est amoureuse kiffe quelqu'un d'autre. Et par contre, Daphné et Simon, c'est parce qu'ils s'aiment et ils vont se marier. Point d'interrogation. Et ils sont vraiment pas contents. Ouais, on va en reparler. Et il reste 3 épisodes. Voilà. Tu penses qu'il va se passer quoi? Peut-être qu'ils vont se démarier, mais en même temps, en 1813, j'ai un peu du mal à imaginer ça. Moi, je pense que ça va juste virer 50 Shades à fond, quoi. Genre, il va la fesser, il va lui apprendre un peu des trucs de la vie. Tu vas tellement être déçue. Et à la fin, ils vont décider de faire un enfant. Ok. C'est vrai que j'étais un petit peu circonspecte face à ces 2 nouveaux épisodes de plus d'1 heure chacun. Et je me suis demandé pourquoi tu avais regardé cette série, vraiment parce que je sais que tu es quelqu'un de très bon goût. Tu m'as montré que des choses fantastiques depuis le début de notre amitié et de ce podcast. Le patient anglais? Mais c'est quand même bien. Et là, vraiment, je trouve ça tellement médiocre que vraiment, je me demandais pourquoi tu avais autant aimé cette série. Vraiment, au moment où t'as regardé ça et t'as bingé, vraiment, ça allait pas dans ta vie.
Oui, Anaïs. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie? Raconte-nous tout. Déjà, oui. Non, en vrai, ça allait bien. Hein. J'ai bingé à contre-cœur la première saison en sachant que c'était nul et pourtant, je pouvais pas m'arrêter. Je pense qu'il y a quelque chose quand tu connais les codes d'un genre et même si on te le sert de façon très médiocre et assez nulle, c'est quand même assez satisfaisant de te plonger dans cet univers. C'est comme quand tu es fan de burgers, en fait. Un très bon burger, c'est super, mais tu donnes à quelqu'un qui aime les burgers un burger McDo, il va aussi manger le burger McDo, tu vois. Ouais, mais déjà, plusieurs choses. Première partie, McDo, c'est délicieux. Mais quand je repense à un burger qu'on a mangé très récemment toutes les deux, en Suisse, franchement, je préfère ne pas manger de burger que manger un burger qui est vraiment médiocre. Mais je pense que c'est peut-être une différence entre nous deux parce que ça me fait penser ce que tu dis aux films d'horreur où c'est vrai que moi, je peux regarder des films d'horreur médiocres parce que je reconnais les codes. Mais je me souviens d'une série de Ryan Murphy d'ailleurs qui était sortie il y a quelques années qui s'appelle Scream Queens qui reprenait plein des codes du genre et qui essayait de s'en moquer un petit peu. Et en fait, je trouvais ça vraiment pas bon et je crois que j'ai abandonné au bout de 3 épisodes. Je n'ai pas pu continuer alors que quand je regardais, je me disais pourquoi pas, c'est plutôt fun. Et je pense que peut-être si ça avait été sur Netflix et qu'il y avait l'autoplay à la fin, j'aurais pu en regarder 8 comme ça, tu vois. Bah surtout, ça sortait semaine après semaine. Moi, je pense que si Bridgerton était sorti semaine après semaine, j'aurais pas attendu chaque semaine pour voir chaque clair. épisode. Mais c'était dans une espèce de fièvre de binge. Non, mais c'est vrai, où j'ai regardé ça vraiment en 24 heures. Il y a beaucoup de séries Netflix que j'ai vues, alors que je les trouve pas très très bonnes, mais où c'était un peu, je débranche mon cerveau et je regarde un truc, mais tout en analysant totalement, et que je sais que je participe à un truc aussi au niveau de la consommation culturelle qui est problématique. Mais en même temps, je pense aussi que parfois, c'est cool d'avoir des trucs trashy. Ça a toujours été le cas, en fait, les soap-opéras. Ouais, Tu vois, t'as regardé Plus belle la vie, toi, je le sais. Ouais, mais Plus belle la vie, franchement, c'était hyper addictif. En fait, c'est ça le truc, c'est que vraiment, je reconnais que c'était pas, il y avait plein de choses que j'aimais pas dedans, mais je le regardais parce qu'une de mes meilleures potes le regardait aussi, et du coup, j'allais chez elle tous les soirs, on regardait ensemble, et je me suis prise au jeu. Et en fait, il y avait une maîtrise de l'art du cliffhanger quand même qui était vraiment exceptionnelle dans Plus belle la vie. Le truc qui me pose problème dans Bridgerton, et on va y revenir, c'est que j'adore regarder des trucs qui me permettent de débrancher mon cerveau, mais j'aime bien qu'ils répondent quand même à certains critères. Et déjà, la durée est importante pour moi. Et là, je trouve qu'en fait, c'est trop roboratif. Un épisode d'1 heure, pour moi, c'est pas un petit bonbon que je peux picorer comme ça quand j'ai envie de débrancher mon cerveau. Et encore moins un binge de 8 heures, tu vois, ou de 6 heures. Enfin, pour moi, c'est trop intense. Et en plus, je trouve qu'il y a rien qui me donne envie d'y revenir. Après, je pense qu'il y a 2 autres choses. C'est que déjà, j'aime l'univers de la romance anglaise en général. C'est une esthétique dans laquelle j'aime bien me plonger en général, même si là, c'est un ersatz de cette esthétique. Et je pense honnêtement que j'aurais pas suggéré ce hors-série sur Bridgerton s'il n'y avait pas eu la 2e saison. Il y a plein de défauts dans la 2e saison, mais ça a fonctionné d'une manière que la première saison n'a pas du tout fonctionné pour moi. Donc, j'espère quand même, et je veux pas trop te hyper par rapport à la 2e saison parce que c'est ce que je fais à chaque fois, mais j'espère quand même que tu y trouveras un peu plus ce que j'y ai trouvé, quoi. J'espère aussi. J'en parlais, il y a eu un changement. Alors moi, j'ai pas lu le livre Daphné et le Duc. J'ai lu d'autres livres de la série Bridgerton, mais j'ai pas lu celui-là. Mais c'est vrai que dans la série Bridgerton, des livres, en général, les dialogues sont assez bien écrits pour ce genre-là et sont assez vifs. Et c'est ça aussi qui rend le truc addictif, quoi. Parce qu'il y a un ping-pong d'échanges. Et là, on le retrouve pas trop, voire pas du tout. Et toi-même, t'as posé une question à ce sujet pendant le visionnage. Est-ce que c'est considéré comme une série drôle? Peut-être malgré elle. Oui, c'est vrai. Peut-être. Mais oui, en fait, c'est dommage parce que tu sens que, même dans la performance des acteurs, on en a parlé un petit peu déjà la semaine dernière, mais il y a une acceptation totale des codes du soap qui pourrait être beaucoup plus jouissive. Mais pour moi, l'écriture, c'est peut-être ma plus grosse critique sur cette série. Ils sont vraiment pas aidés, les pauvres, ils ont rien à se mettre sous la dent. Et en fait, si on veut aller à fond dans le soap, pour moi, il faut aussi qu'on y aille dans l'écriture. Et là, on a des gens qui ont l'air un peu hébétés ou au contraire qui essayent de faire du acting hyper intense, mais avec des répliques, mais plus plates que moi en 5e. Et c'est juste pas possible, quoi. Tu le disais dans ton résumé, ce qui est assez frustrant dans ces épisodes aussi, c'est qu'ils sont en train de vivre des choses. Enfin, leur romance se concrétise. Même beaucoup plus tôt que ce à quoi moi je m'attendais. Voilà, et c'est très douloureux pour eux. Et donc, ils ont un côté très anxieux, torturé constamment. Et tu te demandes un peu pourquoi. Et c'est ce que tu te demandais vraiment pendant que tu regardais la série. None of it was real.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment du drama pour rien, quoi. Ça t'émeut pas? C'était pas réel, Marie, ok? On s'en tape. Mais non, mais parce qu'elle pense que ce qu'elle a vécu est faux, quoi. Je sais, non mais je comprends, mais ça marche pas. J'ai jamais vu des gens attirés l'un par l'autre aussi torturés par le fait qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Et en plus, vous allez vous marier, genre il y a littéralement aucun obstacle en fait. Mais elle peut pas sourire, il vient de lui faire une déclaration là. Mais non, mais parce qu'elle pense qu'il se force, enfin c'est ça tout le truc. Lui il pense qu'elle se force et elle pense qu'il se Oh force. là là, Mais putain. ouais, je sais. C'est pénible. Ouais, je sais. Oh là là. Mais pourquoi elle a l'air tout le temps de faire la gueule celle-là? Next one of us. T'es une duchesse, meuf. C'est cool d'être une duchesse. Bah oui. J'imagine. Non, mais après, bon, ça, c'est un code du genre, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait des obstacles, parce que sinon, tu serais juste en train de lire la vie maritale de deux personnes qui Oui. sont en train de niquer et tout se passe bien, quoi. Et c'est C'est un vrai. peu chiant. Mais Et- j'aurais imaginé que les obstacles se situeraient sur, par exemple, le fait qu'ils décident de se marier alors qu'ils se marient dans cet épisode. Donc, c'est ça qui paraît un petit peu absurde. Dans le genre des romans à l'eau de rose ou de la romance en général, s'ils se marient à la fin, ça veut dire qu'il n'y aura pas de relation sexuelle avant la fin. En tout cas, dans les genres qui sont au 19e, qui se situent à cette époque, parce que normalement, c'est inimaginable pour une femme de sa stature d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et donc, comme les livres Bridgerton sont quand même très orientés autour des scènes de sexe, c'est un des gros atouts de ces livres aux yeux de son lectorat, Julia Quinn trouve toujours un moyen pour faire en sorte soit que l'héroïne ne soit plus vierge d'une manière ou d'une autre parce qu'elle a déjà été mariée ou des choses comme ça, soit pour faire en sorte qu'il y ait un... Là, je me base sur les livres que j'ai lus, donc il y a peut-être des exceptions, mais souvent, il y a quand même un mariage qui est un peu forcé par les événements et par les circonstances. Et les deux protagonistes n'ont pas envie de se marier pour une raison ou une autre, ou pensent qu'ils n'ont pas envie de se marier. Et c'est à travers leur passion physique qu'ils vont découvrir qu'ils sont faits l'un pour l'autre, quoi. Enfin, c'est un peu le code. Et donc là, c'est hyper tiré par les cheveux et ils le vendent pas bien du tout. Mais on est censé croire que Daphné pense que Simon se force à se marier avec elle parce qu'il a embrassé, ils se sont embrassés dans le jardin, ils ont été surpris. Donc, elle pense que pour sauver son honneur, il se force alors qu'il n'a aucune envie d'être avec elle et qu'il ne l'aime pas vraiment. Et lui pense qu'elle est en train de se sacrifier pour lui et pour son honneur, alors qu'elle est en train de renoncer à toute perspective de bonheur parce que son rêve, c'est d'avoir des enfants et qu'il ne peut pas lui donner ça. Alors que son innocence a été salie, ce qui est quand même hyper cool. Voilà. Donc, c'est ça qu'on est censé croire à travers ces échanges, mais c'est sûr que c'est un petit peu frustrant. Ouais, puis ça marche pas du tout, quoi. Non. Il faut qu'on récapitule un petit peu quand même ce qui s'est passé dans ces épisodes entre Daphné et Simon. Selon toi, rien, mais... Ouais, c'est ça, pas grand-chose. Il y a des matchs de boxe aussi tout le temps, alors ça, bon. Ok. Ils se sont quand même tournés autour pendant les 3 premiers épisodes dont on avait parlé. Et là, quand l'épisode 4 commence, on sent tout de suite que Daphné est en chien. Elle va à ce fameux match de boxe et elle est déjà très courtisée par le prince et tout le monde est très content pour elle parce qu'elle va sans doute devenir princesse. Sauf qu'elle ne peut penser qu'au beau bras du duc qui est de l'autre côté du ring et ils échangent des regards et on comprend que Mamma Mia, quoi. Ouh, il a enlevé sa veste. Ouh, il retrousse ses manches. Bah, franchement... Oui, ça va, ça va. Non, mais je comprends qu'à son époque, Oui, bien sûr. voir Oh, ça... ya. Et moi, je vais niquer le duc. Il m'a appris à me toucher entre les jambes. Très bon résumé. J'ai honte. Non, parce qu'à ce moment-là, pour rappeler un petit peu l'intrigue, quand même, le duc l'a un peu largué, quoi. Il lui a un peu Oui, dit, c'est vrai. à la fin de l'épisode précédent, que en fait, il voulait plus jouer à la comédie et que maintenant, vu qu'elle avait un prince qui s'intéressait à elle, elle avait qu'à aller avec son prince parce qu'il veut pas lui faire perdre son temps, quoi. Et elle le vit mal et surtout, elle est totalement en chien face à lui. Et c'est vrai que le prince, bon, il fait pas trop le poids, quand même. Non, enfin, c'est vrai que là, dans la scène où il enlève sa veste et il retrousse ses manches, il est pas mal. Pour quelqu'un qui n'a aucun charisme.
Cet épisode culmine à la fin dans une scène lors d'un bal où en fait on sent la tension qui monte. Moi honnêtement c'est à ce moment-là où j'ai commencé à bien aimer cette saison parce que j'étais là oulala il va se passer Oui, des moi choses. aussi, honnêtement, j'étais quand même un petit peu plus dedans que pendant les 3 épisodes d'exposition de la semaine Enfin dernière. moi quand il avait léché sa cuillère j'aimais bien quand même. Mais du coup là ils sont dans un bal et ils s'observent de loin. Et le prince s'apprête à faire sa demande pendant une danse. Daphné panique parce qu'évidemment, elle n'a aucune envie d'épouser le prince. Elle s'enfuit, elle sort sur la terrasse et le duc la rejoint et ils commencent à s'engueuler. Et pendant la dispute, Daphné lui dit un peu qu'elle comprend pas à quoi il joue. Et t'as une réaction qui m'a beaucoup fait rire. You are my friend, you are not my friend, you are a rake, you are not a rake, you are sorry. T'es un râteau, t'es pas un râteau. Je comprends plus rien, moi. T'es une pelle, t'es une brouette. Absolutely no effect on my Ensuite, elle s'enfuit dans le jardin et il se roule des grosses pelles puisque... Il la poursuit. Non, Il la mais il faut poursuit. jouer Bah, un petit peu le jeu. Mais non, mais jouer quoi? Même cette série ne le joue pas. Donc en fait, c'est vraiment, ça arrive comme ça, sur un cheveu sur la soupe. Épisode 4, ok, donc il se roule une pelle et voilà. Non. Non, mais franchement, cette scène, elle est quand même mieux. Oui, ça. oui. Ils s'embrassent bien, tu vois. Enfin, il y a un truc vraiment de passion. Oui, bah là, en fait, dans cette scène, donc il la poursuit dans le jardin, il se roule des pelles, et là, je reconnais le plaisir des codes familiers dont tu parlais plus tôt, puisque effectivement, j'ai déjà vu ça 3 milliards de fois, mais c'est pas trop mal exécuté, ça marche bien. Allez, le bisou. Ah. Enfin, un peu d'action. Ouh, ça se dénude. Oh non, trop bien. Mais mais ça va pas la tête. Oui, on est au 19e, mais... Oh bah. Qu'est-ce qui se passe là? Anthony, le frère de Daphné, les surprend. Et il est outré, choqué et déçu. Outragé. Il est éberlué, Estomaqué. estomaqué. Il est complètement Stupéfait. Et il décide de frapper Anthony. Non, Anthony, c'est lui. Il décide de frapper Simon. Et il dit, tu as sali l'innocence de ma sœur. Donc là, on a envie de lui dire, calmons-nous. Ils se sont juste roulés une pelle. Et je sais que c'est le 19e, mais bon, ça va quoi. Calmons-nous. D'ailleurs, toi, t'aurais bien aimé qu'on salisse ton innocence. Before anyone should see Moi us. aussi, je veux qu'on salisse mon innocence. Mais tu n'as plus aucune innocence. C'est vrai. Il n'y a plus rien à salir. Tu marques un point. Donc la solution, une fois que Anthony les a surpris, parce que forcément son innocence est salie, la solution c'est qu'il doit l'épouser. Et c'est ce que Anthony lui dit tout de suite, il faut que tu l'épouses. Et sauf que Simon réagit tout de suite en disant non, je veux pas du tout l'épouser. C'est clair. Regardez-la, celle-là, avec sa petite frange pourrie, là. Vous croyez vraiment que je vais épouser ça? You'll marry her Bah ouais, hein. immediately. We can only hope that no one saw you take such liberties and that my sister is safe. Further mortification. You will marry her. I cannot marry her. You have defiled her innocence, and now you refuse her hand. I knew you were Rake Hastings. I never thought you were a villain. I cannot marry her. Parce que j'ai dit à mon papa. Mais non, il est pas déjà marié. Il a dit à son papa qu'il allait jamais se. You would rather die than marry me. Ouais. Ouais. T'as vu ta frange, meuf? C'est épuisant la masculinité. Hein. Parce qu'il faut dire que s'il ne l'épouse pas, l'alternative, c'est le duel entre le frère et Simon. Anaïs, elle est en face de moi, je suis en train de raconter l'intrigue et elle me regarde d'une façon étonnée, comme si elle se souvient soudain de ce qui se passe dans la série qu'elle a vue avant-hier. Non, c'est pas ça, c'est que c'est comme à chaque fois, je sais, ah oui, c'est vrai, tu racontes tous les détails. Mais non, mais quand même, c'est important. Du coup, il va y avoir un duel. C'est vrai. Parce qu'il préfère risquer sa vie plutôt que de l'épouser. Non, et puis vraiment, on entend l'extrait là, je ne peux pas l'épouser.
Ça va. Et du coup, j'ai essayé de trouver une justification. J'étais là, ah, c'est parce qu'en fait, il est déjà marié comme dans Rochester, là. Jane Eyre. Mais non, il est toujours bloqué sur son papa, quoi. Oui, alors ça, c'est un autre gros cliché sur les héros de ce genre, et surtout les anciens héros des premiers livres des années 70, 80, vraiment des vieux livres à l'eau de rose, quoi. Ils ont toujours des daddy issues, mais tout le temps des daddy issues. En même temps qu'il n'en a pas. Oui, c'est vrai, surtout toi. Donc c'est un trope qui revient vraiment très souvent, et là on le reconnaît, et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas épouser Daphné, évidemment. Et le lendemain matin, donc, il se retrouve pour un duel à l'aube dans la campagne anglaise. Moi j'aime bien ce genre de moment. C'est pas mal, sauf que on sait dès le départ qu'il y a 0 enjeu pour ce duel, puisqu'on sait que ces 2 personnages ne vont absolument pas mourir dans l'épisode 4. I need another if I'm to be a second. I cannot let you. You cannot stop me. Mais de toute façon, il n'y en a aucun qui va mourir, puisque lui, il doit niquer Daphné, et l'autre, il doit être dans la saison 2. Le suspense est Insoutenable. insoutenable, n'est-ce pas ? Vraiment. Je me demande bien ce qui va se passer. Vraiment, Tu trépignes. Je m'en ronge tous les ongles. Vraiment, si vous pouvez même limite mourir tous les 2, ça ferait déjà 2 personnages en moins. Peut-être que l'épisode d'après sera moins long. Mes vœux n'ont malheureusement pas été exaucés. Non. Mais il y a un de tes vœux, enfin je sais pas si c'était un vœu, mais t'étais contente de les voir galoper en tout cas. Oui, bah ça au moins c'était assez sexy. Et tous, parce que Daphné elle galope aussi, puisqu'elle vient interrompre le duel, et c'est pour ça qu'aucun des 2 ne meurt, puisqu'elle se met en plein milieu avec son cheval, et elle a un accident, et après il court à son secours. Et Mais c'était vraiment de voir les hommes sur le cheval qui a provoqué la plus grande réaction chez toi. Ouh, ouh. Il y a au moins quelque chose qui te fait réagir. Ouais, c'est clair. 2 secondes sur un cheval, c'était plus sexy que toutes les scènes de sexe de cette série, quoi. Au final, après que Daphné les interrompe, elle trouve une solution. Elle lui dit c'est pas grave si on n'a pas d'enfant, on va se marier. Plein de rebondissements un peu nuls s'en suivent, jusqu'au moment où en fait ils sont mariés, ça y est, et ils se retrouvent dans une auberge. en chemin vers la lune de miel, mais comme c'est très long pour y aller en calèche, ils doivent faire une escale dans une auberge. Enfin, en chemin vers sa propriété à lui en fait. Hein. Ah oui, d'accord. Et là, c'est vraiment la scène qui m'a fait sortir de mes gonds, puisque, on l'a dit, ils sont hyper émo pendant tous les épisodes, alors qu'ils sont mariés, amoureux, qu'ils arrêtent pas de se chafouiner et tout. Donc, tu te dis, bon, bah, ça va bien se passer, c'est cool, quoi, détendez-vous. Et en fait, à l'auberge, au moment où ils sont censés commencer à se dragouiller un peu plus, ils continuent à nous faire du drame pour rien. Et je n'en pouvais plus. Putain, mais waouh! Waouh! Waouh, c'est génial. Mais non, mais waouh, de genre. Je sais pas combien de conversations où ils se disent tous les 2 qu'ils s'aiment et ils comprennent pas, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer là? Elle va ouvrir et il va être là. Voilà. Ouais, trop bien! We should go down together. Oh là là, gros naze. C'est pénible. Food's nice. Sure, last time I did. I do not want any dinner. Je veux niquer. Je veux ton penny. I've spent the last 3 days. C'est pénible, Marie. Not to allow your liberty. The one who trapped you into this marriage. Oh là là, putain, mais meuf! I'm not angry. You look angry and bothered. Yes, that's what happened. Non, mais il faut faire une thérapie de couple en fait. Burns for someone who does not feel the same. Oh là là. C'est horrible, ils font que se dire l'un à l'autre qu'ils s'aiment et qu'ils ont l'impression que l'autre en face ne les aime pas. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et t'es là, mais à un moment, il faut écouter. Il faut apprendre à communiquer. Ils vont enfin comprendre quand ils se disent qu'ils brûlent l'un pour l'autre. Simon lui dit qu'il brûle pour elle, et elle lui dit qu'elle brûle aussi pour lui. Oui, c'est ça, parce que, encore une fois, la preuve du talent des scénaristes, ils ont juste réutilisé la même catchphrase 2 fois, parce qu'ils ne pouvaient pas trouver une autre manière d'exprimer l'attirance sexuelle. Non, après, honnêtement, si le reste de la série était mieux écrite, le fait de récupérer la déclaration que Oui. dit quelqu'un et de lui faire à nouveau, ça peut être très beau et romantique. Oui, ça peut. I burn for you. Oh, ouais, elle brûle, il brûle, tout le monde brûle. Allez, Ils sont tous des infections. c'est clair. Avant de se masturber. C'est Désolée vrai. pour ces détails. C'est vrai que c'est plus drôle quand on le regarde comme ça, en vrai. hein. Je brûle, Simon.
Ouais. Donc l'épisode se conclut sur cette scène. Sur l'infection urinaire. Non, sur ils couchent enfin ensemble. Elle Oui. perd sa virginité et elle kiffe. Et il se retire. Et elle pense que c'est normal. Ouais. La scène de sexe, c'est pas mal. Ouais. De façon moins prosaïque que juste, le côté, ils s'avouent pas leurs sentiments ou des choses comme ça, il y a quand même des défauts d'écriture et de conception de la série qui m'avaient le plus agacée, moi, en regardant la série pour la première fois. Déjà, c'est le discours pseudo-féministe, en fait, de Daphné. Alors que c'est une héroïne très tradie, ils essaient de lui, donner des moments, d'indépendance et d'autonomie féministe pour, infuser un discours, un peu plus moderne qui fonctionne pas vraiment. That just because I'm a woman, I'm incapable of making my own choices. Yes, girl, féministe. Ouais, c'est vraiment un truc qui m'a agacée aussi dans ces épisodes parce que tu sens que ça a été mis là sans doute parce que les producteurs et les scénaristes se sont dit que c'est quelque chose qui marche, qui était dans l'air du temps, et pas parce qu'ils avaient envie d'avoir un propos ou une réflexion sur ce sujet-là. Puisqu'au final, c'est hyper superficiel. On reste totalement en surface sur un quelconque discours genré dans la série et c'est juste pour avoir ce cliché qu'on dénonce assez souvent, nous, de la fille badass qui va juste avoir un peu de répartie de temps en temps pour rappeler que le féminisme, c'est devenu cool depuis 2015, mais qui en même temps ne va pas vraiment l'illustrer au fil de la série. Et d'ailleurs, je pense que c'est un truc dont tu voulais parler aussi. C'est la même réflexion que je me suis fait sur toute la conversation qu'il y avait eu sur la diversité du casting dans la série, puisqu'on a quand même l'impression que c'est plus factice qu'autre chose. Oui, pour moi, c'est totalement factice. C'est-à-dire que je pense que c'est une très bonne chose d'infuser de la diversité et d'avoir des castings plus divers sur des séries d'époque. C'est un genre qui est extrêmement blanc. Moi, il y a plusieurs points qui me chiffonnent un peu avec la façon dont Bridgerton le fait, c'est-à-dire qu'ils essaient un peu d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils nous font un casting qui est colorblind, c'est ce dont on a l'impression, parce que, évidemment, à l'époque, en 1813, à Londres, la diversité qu'il pouvait y avoir, elle s'exprimait en aucune manière au niveau de l'aristocratie. Il y avait des exceptions, et d'ailleurs, je vais en parler, mais il y a eu un film, par exemple, qui a traité de ça, c'est le film Belle, qui est un film qui raconte l'histoire d'une fille qui est métisse, dont le père est un aristocrate et la mère était une esclave, et qui a été élevée dans une famille aristocrate anglaise, qui a eu tous les codes d'une éducation aristocrate, mais qui en même temps était toujours un peu mise à l'écart au niveau de son éducation. Il y a un film sur sa vie et sur son histoire d'amour qui raconte ça. Et pour le coup, ça, je trouve ça très intéressant, en fait, de trouver des vraies histoires sur le destin de femmes racisées à cette époque. Je pense aussi qu'il y aurait plein de choses à faire sur des histoires de cette époque qui ne se situent pas en Angleterre, peut-être, qui se situent en Afrique, qui se situent en Asie, qui se situent au Moyen-Orient, qui se situent en Inde. Il y a plein d'histoires à raconter. C'est pour ça que The Woman King, un film récent, a été aussi très plébiscité, parce que justement, c'était enfin un film d'époque qui s'intéressait à une autre région et de manière qui était assez intéressante. C'est ça. Et en fait, ce que fait Bridgerton, donc, c'est de prendre le parti d'avoir un casting colorblind où on va avoir une diversité dans le casting qui n'est pas représentative de la réalité historique. Parce que là, la reine est carrément métisse. Voilà, c'est ça. La reine Charlotte. Pour moi, ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce parti pris. Et de toute façon, Bridgerton, c'est une série où un homme va expliquer à une femme comment se masturber. Donc, on suspend notre incrédulité sur énormément de choses. Donc, le fait d'être dans Je sais pas, moi, ça m'arrive tous les vendredis. Non, mais le fait d'être dans un univers colorblind, pour moi, c'est un choix qui est totalement valable et qui, au contraire, est intéressant et qui peut être riche et très bénéfique pour le genre de la romance, parce que c'est un genre qui détourne beaucoup de codes, et donc, pourquoi pas celui-là, quoi. Pour moi, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus au niveau de... Je m'en fous de la fidélité historique sur une œuvre comme Bridgerton. Par contre, le problème, c'est qu'en fait, la série essaie quand même, dans un échange qui a lieu dans l'épisode 4, donc un des 2 épisodes qu'on vient de voir, d'avoir un mini-propos sur les relations raciales dans Bridgerton et dans cette société. Et donc, d'un coup, on découvre que non, la société n'est pas censée ne pas voir la couleur de peau, mais que, en fait, c'est grâce à l'histoire d'amour qu'a connue la reine avec le roi qu'il y a une forme d'égalité entre les différentes origines et que tout le monde peut être considéré, qu'importe la couleur de peau, comme aristocrate, qu'il peut y avoir des ducs noirs ou des choses comme ça. Et on est censé croire, en fait, que ça s'est opéré en l'espace d'une génération,
et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de racisme. Parce que dans la série, à aucun moment, on ne voit un seul personnage blanc faire preuve de racisme ou d'un quelconque biais envers les personnages racisés. Alors même que dans cet échange, c'est un échange entre Lady Danbury et Simon, là, on les voit, elle lui dit que leur situation est précaire, que tout pourrait disparaître à tout moment et qu'il faut toujours avoir ça en tête. Mais c'est pas du tout ce que nous montre la série le reste du temps, en fait. Et donc, ils essaient d'avoir un discours politique là-dessus et d'imprégner une sorte de réalité là-dedans et de réalisme, alors que le reste de la série n'est pas du tout en accord avec ça. Et je trouve ça hyper hypocrite, en fait, et opportuniste. Bon, la semaine dernière, le seul truc qui t'a enthousiasmé, c'était Bénédicte. Et là, on n'a même pas eu cette chance. Sorry. C'est beau. Il est pas mal, ouais. Bah, c'est celui que t'adorais. Ouais, mais là, je le trouve moins beau. Mais là, le mulet, Oui, bah ça coupe de choses. là, on dirait un peu Dick Rivers, quoi. En plus beau quand même. Un peu plus beau. Bon, au final, t'as quand même retrouvé un tout petit peu de ton enthousiasme lors d'une soirée un peu coquine à laquelle Bénédicte participe. Enfin, un peu d'action. Ah oui, carrément. Ça y est, on est passé de Teletubbies à Eyes Wide Shut, quoi. Enfin, Bénédicte. Ouh. Non mais... Il peut pas juste niquer, normalement. Bon, franchement, c'est sympa ça. Ouais, bah oui, tant qu'il s'amuse. Moi, si Bénédicte est heureux, je suis heureuse. Mais il a l'air plutôt heureux là. Ouais, ça va. Donc pour expliquer ce qui se passe dans cette scène, Bénédicte se fait un nouvel ami dans ces épisodes, qui est un monsieur qui ressemble vraiment à un télémarketeur. Il est vraiment très mal casté pour jouer dans une série d'époque. On dirait qu'il sort de sa cabine UV. C'est un peintre qu'on avait déjà aperçu dans les épisodes précédents et où Bénédicte avait critiqué sa peinture devant lui sans savoir qu'il était en train de faire un faux pas. Il commence à se faire dragouiller par ce mec, Bénédicte. Et donc tout de suite, j'ai mis dans mes notes Bénédicte gay, point d'interrogation. Et il va le rejoindre à un moment à une soirée un peu libertine qui est organisée par ce peintre qui va un peu l'introduire à tout un mode de vie qu'il ne connaissait pas avant. D'abord, il lui montre juste des peintures de nus, ce qui n'était pas autorisé à l'époque forcément, je crois. Anaïs historienne. Voilà, c'est ça. Non, dans Portrait de la jeune fille en feu, et elles en parlent puisque c'est sur une femme peintre qui dit que c'est interdit pour les femmes de peindre des nus et que donc elles ne peuvent pas évoluer dans leur art et que donc on ségrègue les femmes artistes à cette époque. Et donc Bénédicte débarque dans cette soirée Eyes Wide Shut version Netflix et il finit par se taper la modiste qui est censée être française mais qui en fait est une anglaise qui fait semblant d'avoir un accent français. Et il fait un plan à 3 avec elle et une autre meuf. Et aussi, à un moment, il aperçoit le télémarketeur peintre en train de se taper un homme dans la pièce d'à côté. Et donc, il est là. Ouh, quoi? Homosexualité? Tu penses qu'il va se passer quoi? Bah, moi, je pense que Bénédicte va découvrir la bisexualité ou la pansexualité. Et qu'il va trouver ça super chouette. Et voilà, qu'il va devenir un petit peu funky. Bon, au final, les seuls qui trouvent vraiment grâce à tes yeux, c'est les Featheringtons, donc la famille d'en face des Bridgerton. Et la première, c'est vraiment Pénélope, que tu aimes beaucoup. Oui, je l'adore. I'm gonna get right. Colin, I did not meet. Oh non, Pénélope. Mais non, il faut être amoureux de Pénélope. Elle est toute tristoune parce que Colin, qui est son meilleur ami et aussi le mec sur qui elle a un gros crush, en fait, il drague sa meilleure pote qui est donc la nouvelle arrivante qui en fait est enceinte et qui doit se marier au plus vite pour masquer le fait qu'elle aussi, elle vit dans le péché, comme Daphné. Et donc, elle est hyper triste parce que déjà, elle voit que Colin se fait utiliser par cette meuf et que donc, c'est pas vraiment un mariage d'amour. Et en plus, elle est amoureuse de Colin. Donc, moi, j'espère que Pénélope, elle trouvera l'amour. Et tu as une théorie que tu avais déjà abordée lors de l'épisode précédent, mais qui s'est un peu renforcée lors de ce visionnage, je pense. En tout cas, c'est ce que tu m'as dit. C'est Pénélope, Lady Whistledown. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que c'est une des plus intelligentes, je pense, de la série et c'est celle qu'on soupçonne pas, quoi. Enfin bon, on la soupçonne pas, visiblement on la soupçonne un peu, quoi. En tout cas, je pense que même à la fin de l'épisode, j'avais un peu changé d'avis, mais ça pourrait en tout cas. Enfin, je pense que ce genre de révélation, c'est comme les whodunit. C'est toujours la personne à laquelle on s'attend le moins et qui a moins le profil, entre guillemets. Et elle, c'est vrai qu'on l'imagine pas forcément être aussi tranchante parce qu'elle est très douce, très gentille. Mais par contre, il y a un moment
où elle fait une petite pique et où je crois que c'est Colin qui lui dit « Oh là là, d'où tu nous sors ça, quoi ? T'as vraiment un esprit très acéré. » Et donc, forcément, après, peut-être que c'est pour nous mettre sur une fausse piste, probablement. Mais à ce moment-là, on se dit « Ah, elle a la répartie qu'il faudrait pour être Lady Whistledown. » Mais plus surprenant que ton affection pour Pénélope, qui est partagée par la plupart des fans, hein, c'est ton admiration pour sa mère. Je l'adore. Intolerable man. Moi, je la kiffe trop, cette meuf, c'est ma préférée. Exactly what I'm hoping to. C'est vrai? Pourquoi? Until I find it. Bah, je sais pas, elle a du caractère, elle sait ce qu'elle veut, elle s'habille trop bien. Here's C'est une kind camp and icon. fun and a surprisingly accomplished dancer. Je me sens très peu investie dans la vie de ces personnages. What if you get yourself killed? Bah, investisseur de juste. J'aime bien Pénélope et j'aime bien la mère méchante. Mais en tout cas, son intrigue t'a rappelé une série culte parce que là, ce qui se passe pour elle dans ces épisodes, c'est qu'elle découvre que son mari est en faillite parce qu'il a joué son argent au jeu. Et donc, ça m'a tout de suite rappelé le père de Marissa Cooper dans Newport Beach. C'est une des premières intrigues dans la saison 1. J'adore Newport Beach. Je pense que si j'ai fait le parallèle, c'est aussi parce que l'actrice qui joue la mère méchante dans Bridgerton ressemble à l'actrice qui joue Julie Cooper dans Newport Beach. Mais oui. C'est comme le père de Marissa dans Newport Beach. Exactement. C'est exactement pareil, mec. En plus, il est marié à une meuf un peu pareille. Exactement, ça son sosie. Et d'ailleurs, il y a aussi un bal des débutantes dans Newport Beach. Bon, là, il n'y a pas de bal des débutantes, hein, mais... Oui, non, c'est juste quand elle doit passer dans la cour, là, dans Ouais. le premier épisode, et dire qui est le joyau, je sais pas quoi, le diamant. Moi, c'est marrant parce qu'il y a des comparaisons parfois assez évidentes, mais les deux sœurs de Pénélope, c'est tellement clair qu'elles sont inspirées de Javotte et Anastasie que... Il y a pas mal de trucs comme ça où tu sens un peu les gros sabots dans les références. C'est comme Gossip Girl, ce que tu disais pour Lady Whistledown. C'est assez... Ouais, c'est très très flagrant et du coup la comparaison est souvent mauvaise et on a aussi parlé de Orgueil et Préjugés. Il y a un moment où j'ai parlé de 50 Shades parce que le personnage de Simon évoque énormément Christian Grey, c'est-à-dire que il a cette vie sexuelle assez débridée mais il est très coincé, très droit dans sa manière de se comporter au quotidien et en société et il refuse absolument tout engagement romantique alors qu'on sait qu'à un moment il va changer d'avis, tout ça, et tomber amoureux et devenir vulnérable. Donc c'est clairement un proto-Christian Grey. Après, pour être juste envers cette histoire, la série des Bridgerton, et donc là c'est le premier tome dont il s'agit, le premier tome date de 2000, donc oui. bien avant Twilight ou bien avant 50 Shades. C'est juste qu'ils reprennent exactement les mêmes codes parce que Oui, c'est des codes de la romance et que Simon est inspiré aussi de Rochester, de Darcy, et qu'il est inspiré de 6000... héros masculins qu'il faut changer voilà, exactement. et réformer. Voilà, et qui sont froids et qui ont des daddy issues et qui ne savent pas comment se comporter, qui ne veulent surtout pas s'engager, et qui ont couché avec des milliers de femmes, mais qui là vont trouver le joyau, quoi. Il y a aussi une comparaison qui m'est venue en tête dans la scène de l'auberge à la fin, c'était Outlander. Oui, ça c'est vrai aussi. Et pour le coup, la série de livres Outlander de Diana Gabaldon, elle date des années 90, donc elle est arrivée encore avant. Mais encore une fois, tout est une référence à tout. En fait, bien sûr. C'est des clichés. Mm. Avant de conclure, est-ce que tu avais des notes? J'ai juste noté 2-3 trucs, en relisant mes notes, où j'ai écrit ça y est, Daphné, elle a découvert la masturbation, elle est devenue woke. Et on dirait que ça a été réalisé par une intelligence artificielle. Je trouve que c'est vraiment d'une platitude visuelle atroce. C'est peut-être le cas. Hein. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs pour ton sacrifice. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée. La semaine prochaine, on va regarder les 3 derniers épisodes de la saison 1 séparément. Donc je ne saurai pas avant l'enregistrement ce que tu en as pensé, mais je pense que ça va donner lieu à des discussions très riches. Je n'en dirai pas plus. N'hésitez pas à regarder la série en même temps que nous, elle est disponible sur Netflix, et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi écouter notre autre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou. Il y a un personnage qui t'a particulièrement agacé dans ces épisodes, c'est Cressida, la rivale de Daphné. And you shall be just as you are now, unmarried and untitled. Bim! Be a duchess's friend or her enemy, it is entirely up to you. T'as vu ta tronche, Cressida?
Daphne. Oh là là, quelle casse-couille celle-là. Oh, I do love your wedding dress. Be ready. Et bien sûr, comme toujours, tu as eu plein d'autres réactions très réjouissantes qu'on va écouter en bonus. Là, je comprends pas trop ce qu'il est censé avoir fait. Il a couché avec elle et il était censé partir avec elle, mais bon, au final, c'est juste le lendemain, ça va. Ouais. Encore du drama pour rien. Oui. Le bâtard. Pourquoi il a fait ça? Mais parce qu'il est perturbé, il a pas trop... C'est tous les mêmes. il est torturé, tu vois. Parce qu'il y a une fille qui lui a brisé le cœur il y a 10 ans et depuis ça on est toujours pas amis. Oh, ils se sont trouvés grâce à l'amour du fromage. We're free of society, free of these rules, the very ones that keep us apart. We can Putain, quel fuckboy, ils font tous ça. Moi aussi, on me l'a fait, Sienna, elle écoute pas. Bip, 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 bip. C'est ton pacemaker qui... C'est le tien, Anaïs, qui est en train de C'est perdre clair. l'âme. Nous sommes à 2 battements par minute. Réanimé, réanimé.